10 ans maintenant, depuis la campagne de 2015 victorieuse, avec ce bilan incroyable présenté ce matin. Asseyez-vous, asseyez-vous, parce que si vous ne voulez pas manger trop tard, je vous conseille de vous asseoir le plus vite possible. Bien, eh bien, je ne vais pas resaluer tout le monde, mais vous dire que ça fait chaud au cœur de vous voir là aujourd'hui. En fait, 10 ans, Alma, c'est quasiment ton âge. Tu te rends compte ? Bien, juste vous dire que c'est quand même un immense moment de bonheur à chaque fois de se retrouver, parce qu'au bout du compte, il y a beaucoup d'affection, d'amitié. Et comme le disait David tout à l'heure, il y a entre nous désormais une histoire qui s'écrit avec, je crois, avec beaucoup de confiance et d'amitié entre nous. On n'est pas tous dans les mêmes partis politiques, on a tous notre histoire, on a tous notre expérience, il y a ceux des villes, il y a ceux des champs. Mais au bout du compte, il y a un collectif régional qui est assez exceptionnel et qui est aussi peut exister avec toute une série de collectivités. J'ai eu des mots malheureux qui n'ont pas été compris lorsque j'ai évoqué lors de la campagne de 2015 au département de l'Orne. Mais je dois dire que avec Christophe, c'est un bonheur de bosser. C'était compliqué avec ton prédécesseur. Mais c'est si facile et c'est un département qui est tellement beau, qui a tellement de potentiel. Et je voudrais commencer par ça, c'est qu'au bout du compte, souviens-toi un jour, après un article de Ouest France où on évoquait le déclin démographique de la Normandie, qui était plus accentué dans votre département, tu avais réuni l'ensemble des élus. Et je leur avais dit une chose que vous entendez souvent, vous, pardon, les conseillers régionaux, parce que bon, on ne se réinvente pas tous les jours. Et j'avais dit aux élus de l'Orne, mais le premier moyen de réussir, c'est d'abord lié à nous-mêmes. C'est comment on parle de nous-mêmes, comment on parle de notre territoire, comment on parle de notre département, de notre commune, de notre région. Si on n'est pas nous-mêmes d'abord les ambassadeurs, ceux qui sommes fiers de notre commune, de notre département, qui racontent une histoire, un storytelling positif, je dis, comment voulez-vous qu'on marche? Ça n'empêche pas d'être lucide sur ses faiblesses. Mais le premier sujet, il est là. Et à l'époque, je leur parle du Paris-Granville. Catherine en parlait tout à l'heure. S'il y a bien une ligne ferroviaire, j'étais à Verneuil-sur-Avre, je ne sais plus, je dis, le maire de Verneuil-sur-Avre dit devant un parterre de personnes, la presse, en disant, mais le Paris-Granville, depuis que Morin est à la tête de la région, il marche, il est à l'heure. Il y a plus de Paris-Granville et plus d'arrêts à Verneuil-sur-Avre qu'il n'y en avait avant. Il n'y a plus le problème des feuilles. On s'arrêtait à Vaugirard, désormais on s'arrête à Montparnasse. Tout ça, on l'a fait. Mais quand vous vous baladez à l'Aigle, pour prendre un exemple, on continue à vous dire que le Paris-Granville, ça ne marche pas. C'est faux. Et en vérité, ceux qui vous parlent du train en disant que ça ne marche pas, c'est ceux qui ne prennent jamais le train. Mais je vous assure, j'ai eu l'expérience chez toi, Joël, maintenant chez Aristide, avec le MEDEF. Souviens-toi, Aristide. Non, tu n'as pas déménagé. Et donc, je vais devant le MEDEF de Caen. Et il y a un patron qui dit, mais est-ce qu'à un moment ou un autre, le train va marcher? Pardon, moi j'ai entendu tout l'été, en me baladant sur la côte fleurie, qui est une proximité de chez moi, des gens me dire, enfin, ça y est, le train, ça marche, il y a de plus en plus de trains. Je vois le doyen de la faculté de Caen et les universitaires qui prennent souvent le train. Aujourd'hui, on n'entend plus, alors il y a des trains qui sont en retard, comme partout en France, mais globalement, on a une ponctualité supérieure au TGV Paris-Lyon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a 15% de plus de clients dans nos trains qu'il y a 5 ans. S'il y a plus de monde dans les trains, c'est parce que les gens considèrent qu'on peut reprendre le train plutôt que la bagnole. Jean-Pierre Collin, qui vient du Var, n'arrête pas de me dire qu'on a des trains qui marchent beaucoup mieux que dans sa région. Voilà. Il ne le dit pas, mais c'est pas grave. Mais il n'empêche...
c'est sûr que ça marche mieux que chez vous, hein, les trains. Alors là, ça n'a pas de doute. Hein. Le Marseille-Nice, c'est une catastrophe. Hein. Bon, et donc, clairement, le premier élément clé, c'est de porter sa région ou son territoire. Si on n'est pas nous-mêmes des ambassadeurs, des passionnés, des amoureux, et merci à Philippe, de ce que nous sommes, ça ne peut pas marcher. On peut investir toutes les sommes qu'on veut. La première des choses, c'est être à l'excès ambassadeur de notre région. Et je vais vous dire, on en a un exemple à travers la construction de notre projet autour du millénaire de Guillaume. Lundi matin, nous partons en Norvège, notre dernier périple, pour bâtir ce millénaire de Guillaume. Mais vous ne vous rendez pas compte de la puissance de la Normandie en Europe. Il faut y aller pour le voir. Quand vous allez en Sicile et que vous leur dites on va faire un millénaire sur la naissance de Guillaume, mais ils sont partants dans la seconde. Partants dans la seconde. Quand vous allez en Angleterre, comme on leur a donné leur roi, leur civilisation, leur culture, bien entendu, ils sont partants. C'est une plaisanterie que je fais trop souvent. Oui, Sophie. Je l'ai faite la semaine dernière au Danemark, puisqu'on était en train de récupérer les musées danois pour participer au truc. Il y avait le représentant de l'ambassade du Royaume-Uni à Londres. Il a apprécié moyennement ma plaisanterie, je vais vous lire. Bon, mais c'est pas grave. Quand vous allez dans le sud de l'Italie, ils savent qu'ils ont des origines, des racines normandes, qu'une partie de leur patrimoine, il est lié à l'épopée normande. Et quand vous allez en Irlande, c'est la même chose. Et donc, quand on a cette chance d'avoir été pendant 1 siècle et demi le peuple ayant dominé l'Europe, eh bien, ça nous donne un atout colossal au-delà de la qualité de notre environnement, de nos paysages. Normandie impressionniste, je ne sais pas si vous y êtes allé dans ces expositions. Il y a des papiers dans le monde entier. Là, il y avait une double page dans quelques canards au Japon qui évoquait l'extraordinaire festival qui a été Normandie impressionniste cette année. Et d'ores et déjà, le grand musée Carlsberg à Copenhague nous a indiqué qu'il nous prêterait des collections, tant la directrice du plus grand musée danois, qui est un des grands musées européens, disait, voilà, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, et nous aussi, on y participera. Donc on a, et c'est ça la chance qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé à la tête de la région au moment où elle s'est réunifiée. On nous expliquait que c'était impossible. En réalité, tout ça a été le fait qu'il y avait 2 présidents de région, qu'il n'en fallait plus qu'un seul, c'est tout, hein, c'est sur le même sujet. Et donc on a était très attentif à toute la question Caen-Rouen, qui est une question lancinante. Quand on est à Caen, on pense toujours que c'est mieux à Rouen, qu'on fait beaucoup plus à Rouen, et quand on est à Rouen, on nous dit qu'on fait tout à Caen. Mais bon, en réalité, on fait là où ça doit être fait. Et donc, en étant très attentif, et en n'oubliant pas Le Havre, mon cher Édouard, et puis Évreux, et puis Alençon, et puis les villes moyennes, et ça. Bon, mais la réunification de la Normandie, ça a été ça notre plus grande chance. Enfin, on est, non pas de façon passéiste, on est sur nos bases historiques, géographiques. La Normandie est diverse. Hein. La Normandie du Pays de Bray, ce n'est pas la Normandie de la Manche. Ce n'est pas les mêmes caractères. La Normandie de la vallée de la Seine, ce n'est pas la Normandie du Bocage. Il y a des cultures différentes et il y a un grand géographe qui l'a dit. Mais il n'empêche, au bout du compte, on arrive à bâtir ce collectif que vous avez tous évoqué les uns et les autres à votre façon. Alors, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que je me disais, je m'appellerais Michel Barnier. Non, ça va me permettre de vous parler de la Normandie un peu différemment. Qu'est-ce que j'essaierai de faire? Je parlerai un petit peu de la composition gouvernementale, quand même, parce que ça vous manquerait, sinon. C'est très difficile ce qui lui arrive parce qu'il est dans une configuration gouvernementale où il est sous la menace permanente d'une censure, etc. J'en profite pour vous dire, c'est probablement parce que j'ai passé les 60 ans, mais moi je suis content d'avoir un mec d'expérience à la tête du pays. Je parle devant
le directeur de Cléon, les patrons des grands groupes industriels, ils ne sont pas patrons de ces grands groupes à 30 ans, quoi. Et je trouve qu'ils ont de l'expérience. Ils n'ont pas forcément 70 ans. Mais vous n'avez pas été directeur de Cléon à 25 ans, en sortant de l'école. Ben, c'est 40, c'est pas 25. Et donc, alors moi, en même temps, je trouve ça assez extraordinaire. Hein. Moi, je n'aurais jamais pu être comme Attal, Premier ministre à 30 ans. J'en étais absolument incapable. J'ai vieilli, j'ai mûri, j'ai progressé. Mais moi, je sens quand même quelque chose de simple. C'est qu'il faut avoir suffisamment d'expérience pour devenir Premier ministre d'un pays aussi compliqué que la France. Quand je voyais Madame Castet, qui n'a jamais eu... Non, respectons-la. Qui n'a jamais eu aucune responsabilité politique d'aucune sorte. Dire, mais je peux être Premier ministre de la France demain matin, vous vous dites, mais comment on peut oser avoir une telle impudence, quoi? Et quand on voyait la passation de pouvoir à Matignon, je ne sais pas si vous l'avez regardé, je l'ai regardé hier soir sur l'invitation de David Marguerite, honnêtement, il y avait d'un côté une espèce d'arrogance, d'opération de com', et de l'autre, quelqu'un qui disait, ben, mon pote, moi, voilà, j'ai pris des claques, j'ai pris des baffes, j'ai eu des moments où j'ai gagné, des moments où j'ai perdu, j'ai appris la France, j'ai été conseiller départemental, j'ai été député, j'ai été commissaire européen, j'ai négocié pour la France le Brexit. Mais au bout du compte, pardon, on a besoin en effet d'énergie, mais on a aussi besoin d'expérience. On a besoin de comprendre un peu comment les articulations profondes du pays. C'est un pays difficile. Et si on rate quelques fondamentaux qu'on apprend à travers sa vie personnelle, eh bien, on rate tout. Et donc, moi, je suis heureux de savoir que le retour de l'expérience et la fin du jeunisme exacerbé est à Matignon. Au moins ça. Et donc, là, quand on vous dit la rupture, ben, la première rupture, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est-à-dire, on va être modeste, on va être volontariste et on va être en même temps modeste. Et puis, écoutez, on va essayer de faire fruit de notre expérience pour essayer de bâtir quelque chose dans un schéma compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire notre ami Michel Barnier? Bon, d'abord, éviter que la France plonge dans le chaos et connaisse une situation plus ou moins comparable à celle de la Grèce. Je vous rappelle que compte tenu de notre niveau d'endettement, il faut que nous rassurions tous les matins les marchés qui financent notre vie et une partie du fonctionnement de l'État. Je ne vous redonne pas les chiffres, vous les connaissez tous. Et donc il y a quand même ce point-là. Je vous rappelle que nous sommes en procédure de déficit excessif et que nous devons rendre une copie vers la 20aine de septembre à Bruxelles, où nous devrons non pas simplement dire on va faire des économies, mais de dire très précisément et très clairement sur quelle ligne on est capable de faire 20 milliards d'euros d'économies. Et donc, clairement, la première des choses, c'est que le Premier ministre et son gouvernement, que j'espère le plus large possible, puissent arriver à ses fins, c'est-à-dire faire voter un budget, rassurer les marchés, rassurer nos créanciers, rassurer ceux qui nous prêtent de l'argent et qui nous permettront de pouvoir continuer à être au moins debout. Parce que le chaos n'est pas quelque chose d'impossible. Moi, je suis allé en Grèce, je ne sais pas si vous y êtes allé au moment où ils ont connu ce naufrage financier. Les Grecs, et bien sûr les plus modestes dans cette histoire, parce que c'est toujours les plus modestes qui paient quand ça va très très mal, eh bien, ont payé très très cher avec des baisses de rémunération, de pensions, de retraite de 25-30%. Bien. Au-delà de ça, bien entendu, il y a toute la question d'essayer de rétablir l'efficacité de l'action publique. Parce qu'on voit bien que la question, ce n'est pas celle simplement de dire « comme ça ne va pas, il faut mettre de l'argent en plus ». J'avais cette discussion avec les quelques élus de la communauté de communes qui sont là. Je vois le maire d'Épeignes qui est là, Marie-Paul.
sur le conseiller numérique. Nous avions un conseiller numérique avec un contrat de 3 ans, payé par l'État à 80%, permettant de lutter contre la fracture digitale. Et puis au bout de 3 ans, ça s'arrêtait, et donc une partie des élus me disent « Hervé, il faut continuer à avoir un conseiller numérique ». Je dis « Vous êtes gentil, mais dans une communauté de communes qui n'a pas beaucoup de ressources fiscales, qui a beaucoup d'investissements, si vous continuez à augmenter la masse salariale, vous allez bientôt vous trouver dans une situation extrêmement... En plus de ça, vous ne voulez jamais augmenter les impôts, moi non plus. Donc, il y a un moment, il faut faire des choix. Puis, au bout d'un moment, alors la discussion traînait, et puis au bout d'un moment, je leur dis, mais est-ce que la solution, à chaque fois qu'on est face à une problématique de fracture numérique, qui, au bout de 3 ans, s'était non pas transformé dans l'apprentissage de ceux qui ne savaient pas servir le digital, de le savoir, mais simplement, très simplement, d'arriver à se disant, tiens, de 10h à midi, il y a la permanence du conseiller numérique à Cormeilles, d'arriver avec ses papiers en disant, tenez, faites-moi le dossier. Donc, on change de modèle. Et je leur dis, à un moment, est-ce que c'est tout le temps la dépense publique qui doit répondre à tout? Est-ce que c'est l'impôt qui doit répondre à tout? Face à la fracture numérique de la personne du village d'Épeignes, il y a bien un voisin, quelqu'un de la famille, la secrétaire de mairie, et qu'on doit pas, on ne peut pas répondre constamment à chaque fois qu'il y a une difficulté par une augmentation de la dépense publique, quand on est déjà dans le pays au monde où la dépense publique est la plus élevée. Bon. Et donc, je ferme la parenthèse et je dis, une chose que j'essaierais de faire si je m'appelais Michel Barnier, je ne rêverais absolument pas de sa poste, hein, alors là, vraiment pas. Mais c'est d'essayer d'améliorer l'efficacité de l'action publique. Je disais à Joël, une fois sur deux ça m'arrive, je lisais un rapport du Sénat, comme quoi, mesdames et messieurs les sénateurs, je dis des choses, sur la question de la norme et de la règle. Alors, l'avantage de ces 50 jours de gouvernement gérant les affaires courantes, c'est que le journal officiel n'a jamais été aussi peu épais. Comme dit le préfet, ça se lit en 10 minutes maintenant. Il n'y a plus de production de normes. Mais je vous livre les chiffres qui viennent du Sénat, donc forcément institution irréprochable dans son analyse. Le Code de l'environnement, monsieur le président du GIEC, est passé, c'est accru de 653%. En 20 ans, le nombre d'articles est passé, selon le Sénat, de 1006 articles à 6898 articles. Alors on pourrait dire, oui, mais les articles, ils ont été coupés en 2. Sauf que quand on met des mots, toujours selon le Sénat, on passe de 140 000 mots à 1 100 000 mots. Et si vous prenez le code de la consommation, c'est plus 311%. Et si vous prenez le code du commerce, j'en ai pris 3 pour ne pas... 364%. Bon, il y a donc bien entendu toute cette question de l'inflation législative, réglementaire, comment on la règle, c'est une autre affaire. Alors Joël a une idée toute simple, elle dit, mais c'est normal, à chaque fois qu'il y a des fonctionnaires, des autorités, des administrations, des autorités administratives indépendantes, des autorités de régulation, il y a forcément de la production de normes. Les universitaires savent à quel point ils sont constamment contraints, ou les hôpitaux contraints à être dans un système vertical où on vous assène des procédures. La directrice du CHU de Caen me disait qu'au moment du Covid, elle avait été obligée d'embaucher 7 personnes pour lire toutes les directives qui émanaient de toutes les administrations tous les jours, des choses que le CHU et les professionnels de santé d'eux-mêmes faisaient parce qu'ils avaient besoin de personnes pour savoir ce qu'il fallait essayer de faire pour éviter qu'il y ait des drames. Bien. Donc il y a très probablement cette question éternelle qu'on appelle à Sciences Po le Parkinson administratif, qui consiste à considérer qu'à chaque fois, non, c'est de la science administrative, et c'est ce mot qui est de considérer que à chaque fois qu'il y a une autorité, une structure, eh bien entendu, on crée de quoi l'alimenter, en quelque sorte. Et puis, le deuxième point, je ne sais pas si on pourrait y arriver, mais je pense que c'est peut-être un moment particulier, c'est d'essayer de porter un vaste mouvement complémentaire de décentralisation. Je pense que dans une configuration comme celle-ci, on doit pouvoir y arriver. Je pense que
les exemples qui ont été donnés par les universitaires, les écoles, etc., dans le domaine économique, démontrent qu'on n'est pas la clé à tout, mais on est souvent la solution, ou tout du moins l'énergie qui permet de bâtir des perspectives de projets et de construire des modèles. Je voudrais vous citer quelques exemples. Dans le champ de la santé, je parle devant le doyen de l'université de Caen. La région n'avait aucune raison de s'investir dans les questions de santé, ce n'est pas dans sa compétence, selon la loi. Nous avons décidé de le faire compte tenu de la situation calamiteuse dans laquelle se situe la Normandie, dont à peu près tous les indicateurs sont nettement plus mauvais que le reste de la France. Pour simplement vous donner une idée, sur le champ du dentaire, pour être juste dans la moyenne nationale, il faudrait qu'on ait déjà 800 dentistes de plus. Et quand vous êtes dans l'Eure, par exemple, c'est pire encore que dans le Calvados, où quand on est près des facs, forcément, c'est plus facile. Dans le champ de la santé, j'ai été candidat au régional avec Catherine en 2004. On disait il faut une fac de dentaire. Alors tout le monde mettait ça dans son programme, il ne se passait jamais rien. Quand on a décidé de reprendre ce dossier, en 2016, j'ai fait une première réunion avec l'ARS, les doyens des facs, etc. Tout le monde m'a dit « mais c'est impossible, vous n'y arriverez jamais ». Jamais. On a poussé le bouchon, on a discuté avec les doyens des universités qui formaient les dentistes qui, normalement, devaient revenir un jour ou l'autre en Normandie. On nous a expliqué après qu'on ne trouverait jamais les enseignants, qu'on ne trouverait jamais les maîtres de stage. Et puis on a eu la chance, comme c'est une décision de l'État, de faire en sorte que juste avant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'est dit « tiens, ça ne serait pas con » de pouvoir annoncer des choses sur ce champ-là. Et donc, on s'est retrouvé avec nos deux universités que nous avons portées, financièrement aussi dans ces équipements, et où l'université a eu les crédits pour ouvrir les postes. Mais, honnêtement, moi, je reste convaincu que sur ce sujet-là, le sujet de la santé, j'étais devant les directeurs des hôpitaux de Normandie hier après-midi, c'est un sujet qui devrait être très profondément décentralisé. Parce que si nous n'étions pas là, il ne se serait toujours pas ouvert une formation d'audioprothésiste. Il ne se serait jamais ouvert une formation de pédicure-podologue qui n'existait pas en région. Il ne se serait pas, on n'aurait pas augmenté de 600 le nombre de places dans les écoles d'aides-soignants. Il ne se serait pas ouvert d'une formation d'orthoptiste. Et je vous donne un autre exemple. Nous avons une réunion la semaine dernière avec les présidents d'université. Est-ce que vous savez combien de temps il vous faut pour obtenir un rendez-vous chez un orthophoniste? 1 an et demi en moyenne. Sauf si vous êtes dans un cas d'urgence parce que vous avez eu un AVC ou chose de genre. 1 an et demi. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui a des difficultés pour apprendre à lire et à écrire, dont on considère que l'orthophoniste doit être en capacité d'améliorer les choses et de l'aider, de bâtir en vérité une politique d'égalité des chances, eh bien, vous avez 1 an et demi à attendre. On a fait la réunion. Ben, les critères, ils sont fixés par l'État. Pourquoi ils sont fixés par l'État? Expliquez-moi pourquoi ce devrait être l'État qui donnerait le nombre d'orthophonistes formés en Normandie, là où on sait qu'il en manque 1 an et demi. Alors les présidents d'université disaient on arrivera assez facilement à déplafonner, sauf qu'après il y a toute la question du financement de tout ça. Et j'imagine que ce n'est pas la même situation en région PACA, Jean-Pierre. Si, ça l'est. Ah bon, aussi, bon, mais tant mieux. Au moins on n'est pas seul, Mais la situation est forcément différente d'une région à l'autre. Et donc laissons aux collectivités régionales de bâtir parfois avec les départements d'ailleurs des solutions en fonction de nos difficultés, en fonction de nos priorités, en fonction de ce qui est nécessaire, parce qu'on n'est pas égal en tout sur toute la France, et notamment lorsqu'il y a des grandes métropoles où en général les choses sont plus faciles. Premier exemple, la santé devrait être en partie régionalisée. Ça fait absolument aucun doute qu'on puisse avoir ce dialogue avec les directeurs d'hôpitaux pour la modernisation des hôpitaux. Nous mettons 200 millions d'euros à côté de l'État qui en met 225 ou 240 pour la modernisation des hôpitaux de Normandie. On est la seule région en France à le faire, mais on l'a bâti ensemble. Mais en vérité, ce que nous faisons aujourd'hui pour les hôpitaux, c'est ce que font les départements et les régions et les communes pour leurs écoles, pour leurs collèges, pour leurs lycées.
On devrait être sur un modèle comparable. Bien, premier exemple. Second exemple, celui de l'agrivoltaïsme qu'évoquait le président exceptionnel des chambres d'agriculture de France, président de la Chambre régionale. On a une chance incroyable d'avoir Sébastien Windsor à la tête de l'agriculture normande. Et maintenant des agricultures françaises. C'est lui qui devrait être nommé ministre de l'Agriculture, d'ailleurs. Non, je n'ai rien à dire. Mais l'agrivoltaïsme, bon, nous, on combat les projets qui vont, en vérité, porter atteinte à la souveraineté alimentaire, au potentiel agricole de la Normandie. Sébastien vous l'a expliqué. Au-delà des problématiques d'intégration paysagère. Je disais ça à un grand patron d'énergie qui n'habite pas très loin d'ici, qui me dit « Je ne comprends pas pourquoi tu es contre l'agrivoltaïsme. » Je dis bah, « Écoute, toi qui as un beau manoir, on va te mettre 100 hectares d'agrivoltaïsme en face de ton manoir, tu vas vite être content, ça va te changer un peu la vie, quand tu pousseras les persiennes le matin. » Bien, mais qu'on mette de l'agrivoltaïsme dans les régions du Sud, c'est normal. Non, mais je veux dire, c'est normal. Il y a la question paysagère, elle reste entière partout, mais là où on a besoin d'abris, là où au contraire on peut protéger les cultures grâce aux panneaux photovoltaïques, là où on a un potentiel solaire nettement plus fort que chez nous, sauf aujourd'hui il fait très beau, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas traiter ça de la même façon. Que le potentiel agricole de la France, il est au nord de la Loire, il n'est pas au sud de la Loire, sauf sur certaines cultures, ou le maraîchage, ou l'arboriculture, bien. Mais clairement, on doit avoir une politique en matière d'énergie renouvelable qui soit régionalisée, qu'elle ne soit pas portée avec des règles nationales qu'on combat ensuite, qui nous obligent à faire des chartes avec la Chambre d'agriculture pour dire à l'État, on ne peut pas avoir la même solution. Et nous, pardon de le dire, quand on propose 2000 € de l'hectare à un agriculteur pour mettre des panneaux photovoltaïques dans son champ, j'ai envie de dire, mais d'abord, mettez des panneaux photovoltaïques sur les zones commerciales, les parkings, les bâtiments industriels, et puis si on est agriculteur, comme ça se fait sur les bâtiments agricoles, et on fait de l'autoconsommation avant d'aller dans les champs, mais alors comme le dit Hubert, ben oui, c'est très simple, on les met dans les champs parce que ça coûte 40% moins cher d'installer des panneaux photovoltaïques dans les champs que dans les zones artificialisées. Mais donc il y a au moins ce sujet. Et puis deuxièmement, quand on est à 2000 ou à 3000 € de l'hectare, et qu'on va mettre ça, bien sûr, pas dans les terres hyper fertiles de la plaine de Caen ou du Pays de Caux. On va les mettre où? Dans nos champs, là, dans le Pays d'Auge, par exemple, là où le potentiel agricole est plus faible, c'est-à-dire dans les zones d'élevage. Et ce qui veut dire qu'à Vire, au lieu de faire des vaches, on va mettre des panneaux, mais derrière, si vous n'avez pas de vaches, vous n'avez plus d'industrie agroalimentaire. Hein. C'est-à-dire que l'immense potentiel de l'industrie agroalimentaire normande s'effondre, au risque de s'effondrer, parce que, au bout du compte, le revenu ne sera pas un revenu accessoire, mais deviendra un revenu principal. Et j'ajoute un dernier point, c'est que pourquoi les jeunes agriculteurs sont contre? Parce qu'ils savent bien que comme c'est des contrats de 25 ou 30 ans, quand vous mettez vos panneaux photovoltaïques, vous les avez pour 25 ans. Si vous avez une reprise d'exploitation, comment voulez-vous faire évoluer le modèle agricole à partir du moment où le panneau est là? Or, l'agriculture, s'il y a bien quelque chose qui évolue, se transforme en permanence, c'est bien ce secteur. Et donc, nous disons là-dessus, ça a du sens de faire en sorte qu'on décentralise, qu'on régionalise, qu'on permette l'adaptation de la loi. Je prends un troisième exemple, pour ne pas être trop long, mais on a sur le champ de l'économie besoin là aussi, ou de la formation, d'avoir une simplification des dispositifs. Faire en sorte qu'on ne soit pas constamment avec 10 interlocuteurs pour bâtir une solution. Il y a des fois, je regardais les choses... je ne sais plus qui l'évoquait, je crois que c'est toi, Jean-François. Mais on a des réunions, je calcule la masse salariale de la demi-journée. Je calcule la masse salariale. On a des réunions à 40 ou 50 avec des directeurs. Alors bon, la fonction publique, on n'est pas très bien payé, mais quand même. Bon, je me dis, mais est-ce qu'un jour, au lieu d'être sur ces systèmes où on ne vous laisse jamais complètement la main, comme le disait Catherine, faire confiance.
Dire voilà, on fait confiance. Et puis ça, on considère que vous êtes mieux à même que quiconque de le faire. Bon. Et puis là, c'est du domaine de l'État, je ne vais pas oublier ce que j'ai fait dans ma vie, ça, c'est pas à vous de le faire. Voilà. Mais là, on aurait, en matière de potentiel d'économie, de construction d'un modèle plus efficace, des voies et moyens. Donc, c'est ma première hypothèse de vie, mais je termine par l'enseignement supérieur. Je suis super fier de ce qu'on a fait sur l'enseignement supérieur. Quand le jour où je quitterai la région, je me dirai, j'ai au moins fait quelque chose de bien, c'est le développement de l'enseignement supérieur dans la région. Mais ça, on l'a fait parce qu'on a décidé de le faire ensemble. Il n'y a pas personne nous dit de le faire. Normalement, allez, je vais être désagréable. Normalement, ça serait à la rectrice de le faire, mais elle a disparu. Et alors, on se dit, nous, on a une centrale nucléaire. Centrale nucléaire, c'est 12 000 salariés, 2 000 ingénieurs, 2 000 techniciens. À côté de ça, on a le carénage, la prolongation des centrales nucléaires existantes. À côté de ça, on a Orano, à Cherbourg, qui fait qu'on va être obligé d'investir, Orano va être obligé d'investir 30 à 40 milliards dans le cadre de la relance du programme électronucléaire français. Donc, c'est là aussi, c'est encore 2 000 ou 3 000 ingénieurs. On a fait une GPEC. Pour vous donner une idée, il faut 700 ferrailleurs. 500 peintres pour l'EPR de Panly. Bien. Et quand on a décidé, juste avant l'été, de réunir les présidents d'université des écoles d'ingénieurs en disant, voilà, on a besoin de 2000 ingénieurs rien que sur la centrale de Panly, plus tous les grands programmes industriels qui sont en train, comme l'évoquait Bernard Leroy, qui sont en train de naître, non seulement sur la vallée de la Seine, mais aussi parfois sur d'autres régions. Hein. On pense toujours à la vallée de la Seine, mais il y en a d'autres. Bien. Et on s'est dit, on va bâtir un modèle et on va demander à l'État, qui a été d'ailleurs très réactif en la matière, on a porté ce projet, on a récupéré 60 millions d'euros et on va augmenter les formations d'ingénieurs et techniciens dans les écoles existantes de 50%. On va former 50% d'ingénieurs en plus à l'INSA, à Rouen, à l'ESI-GELEC, etc., etc. Puis, on s'est dit, il faut que nous, on ouvre des écoles d'ingénieurs. Parce qu'il y a des bassins industriels aujourd'hui qui en ont besoin. On a ouvert une première école d'ingénieurs à Vernon, avec l'UEMM, pour notamment tout le pôle aéronautique et spatial. Puis on s'est dit, il faut ouvrir une école d'ingénieurs supplémentaire à Caen. C'est Isan Increa, où nous construisons l'immeuble à l'heure actuelle. Et puis on s'est dit, à Cherbourg, qui est une renaissance industrielle, c'est, mesdames et messieurs, à Cherbourg, l'endroit en France, plus qu'à Toulouse, plus que n'importe où il y a eu le plus d'emplois industriels créés. Vous pouvez applaudir. Eh oui, Christophe. Et le pouvoir d'achat, parce que l'industrie, ça paie, surtout dans ces secteurs-là, le pouvoir d'achat des Cherbourgeois, le pouvoir d'achat moyen, c'est une étude de l'INSEE dernière, est supérieur au pouvoir d'achat moyen des Parisiens. C'est très rare. Parce que le nucléaire, l'industrie navale, c'est des secteurs dans lesquels les rémunérations sont relativement élevées. Et donc, on a décidé d'ouvrir une école d'ingénieurs à Cherbourg. Ensuite, grâce au travail mené par Philippe Aide, on s'est dit, il faut qu'on récupère une des grandes... Alors là, on est moins réactif, en effet. Bon, mais une grande école publique nous dit, nous, on peut être intéressés de venir, c'est l'ENSAM, l'École des Arts et Métiers, qui va s'installer au Havre. Et puis, personne ne voulait qu'on installe une école d'ingénieurs à Dieppe, hein, Mourad. Bon, et on s'est dit, il y a un potentiel industriel à Dieppe, et puis il y a l'EPR de Panly, puis il y a Paluel, etc. Et on va commencer par faire un bachelor, et puis du bachelor, on va progresser pour aller vers une nouvelle école d'ingénieurs à Dieppe. Je vois Sébastien, nous avons ouvert la première école vétérinaire privée. Je vous jure, le jour de l'inauguration, c'est 500 jeunes qui venaient de la France entière, qui étaient dans cette école. Il y avait une ambiance extraordinaire, une ambiance comparable à celle des Jeux Olympiques, tellement les gens étaient heureux. Extraordinaire. Quand on a la Cato de Paris, moi je suis très content que la Cato soit arrivée.
Et en plus de ça, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le président de la métropole, que vous connaissez tous de Rouen, qui est socialiste, a été partant dans la seconde au même titre que nous. Bien. Mais c'est une, pardon pour celui qui a été prof de droit, c'est une des belles références en matière de faculté à Paris, qu'elle arrive à Rouen, c'est formidable. Et ce qui est bien, mesdames et messieurs, c'est que ces écoles accueillent des Normands, mais moi ce que j'aime encore plus, c'est qu'ils accueillent des non-Normands. À Cateau, Paris, c'est 1 sur 2. Quoi, à Cateau de Paris à Rouen, c'est 1 sur 2. À Unis-la-Salle, c'est 1 sur 2. Plus que ça, peut-être. Bon. Alors, peut-être bon. Et donc, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que toutes ces écoles d'ingénieurs, je peux citer Sciences Po, Rennes qui s'installe à Caen, toutes ces écoles qui s'installent, je pourrais citer Polivia à Alençon, sur lequel on a beaucoup investi pour augmenter les formations. Je pourrais citer Builders, monsieur le maire de Caen, qui va augmenter de façon considérable ses formations dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement on donne des outils de formation pour nos jeunes, mais surtout on accueille des jeunes qui viennent d'ailleurs. Parce qu'on a quand même un sujet majeur, c'est la démographie. Vous n'avez pas fait assez d'enfants. Moi, j'en ai fait 4. Je voudrais que tout le monde me dise si vous en avez tous fait autant. Je ne crois pas. Mais clairement, chers amis, avec un déclin démographique aussi puissant, si nous ne sommes pas capables de devenir attractifs, si nous ne sommes pas capables de devenir une région dont on parle comme une des grandes régions de croissance, de développement, de projet, eh bien, on sera en très grande difficulté. Le sujet majeur, c'est celui-ci. Alors là, je vous dis, là, c'est mon petit moment de pessimisme que nous avons vécu avec Catherine à Copenhague. Ça montre à quel point, quand même, le décrochage, Joël, de notre pays est quand même fort. On avait un pouvoir d'achat par ménage à peu près comparable à ceux de l'Allemagne et de la Suisse en 1980. Et nous arrivons à Copenhague, qui a mené le Danemark, avec un gouvernement de gauche, a mené une politique de lutte contre l'immigration irrégulière absolument drastique. Et au point qu'aujourd'hui, ils ont d'ailleurs, excellente leçon, un pays qui tendait les bras à l'extrême droite, un pays qui désormais écarte l'extrême droite parce qu'ils ont su régler cette question. Et alors je dis à l'ambassadeur, je lui dis, mais monsieur l'ambassadeur, vos acteurs, les Danois, qui ont une économie florissante, dont le pouvoir d'achat par Danois, il est de 30 à 40% supérieur au pouvoir d'achat des Français. Et je leur dis, mais comment ils font pour alimenter une économie aussi dynamique? Ils ont un choix, c'est l'immigration européenne. Je dis, ah bon, mais l'immigration européenne, elle vient d'où? Parce qu'on fait tous pareil. Elle dit, mais pour eux, l'immigration européenne, c'est les pays pauvres du sud de l'Europe. Et dernièrement, j'étais à une réunion avec des membres du gouvernement danois, et je pose la question au ministre Rhein, il dit, bah, on va les chercher au Portugal, en Espagne, en Italie et en France. Là, c'est désagréable. Je vous le dis, c'est assez désagréable. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Mais témoignage, hein. Bon. Mais bon, donc en clair, pour nous, tout cet enseignement supérieur, c'est bien entendu donner de l'ambition à nos jeunes Normands, qui souvent en manquent. C'est faire en sorte que ces jeunes restent chez nous au lieu d'aller se former ailleurs. Donc ça veut dire vivent ensuite chez nous et portent de la valeur, nous permettent de profiter de leur talent. Mais c'est aussi pour nous le moyen de faire venir des jeunes de France et du monde entier, parce que c'est dans ces écoles d'ingénieurs, il y a des jeunes du monde entier, et de faire en sorte que ces jeunes ensuite deviennent des acteurs de demain et d'après-demain en Normandie. Donc vous voyez, l'enseignement supérieur, c'est stratégique. Moi, on y met toute notre énergie, on y met tout ce qu'on peut en matière financière, parce qu'il n'y a pas plus clé que ça. Et quand le président du CNRS, je parle sous le contrôle des hommes qui étaient là, ou le président de l'INSERM disent Président, vraiment c'est formidable ce que vous faites en matière de soutien, tu étais là Julie, tu te souviens, de soutien à la recherche, parce que de loin vous êtes la première région à soutenir autant la recherche et l'innovation. Vous avez un seul défaut, c'est que vous ne savez pas le faire partager avec les autres présidents de région. Bon, mais moi je pense que c'est là où se construit notre avenir. C'est dans cet enseignement supérieur, c'est dans la recherche,
c'est dans les laboratoires. Et derrière, bien entendu, des entreprises qui se disent « je vais avoir la main-d'œuvre, je vais avoir les qualifications, donc je vais venir chez vous ». Je vous assure, Bernard Leroy a évoqué le projet VPK de cette imprimerie qui fermait, reprise par des Belges. C'est extraordinaire. On est la première cartonnerie, production de carton en Europe, totalement décarbonée dans un process. Pourquoi ? Parce que la Normandie, comme je le dis tout le temps, a cette triangulation absolument exceptionnelle d'avoir l'eau et la vallée de la Seine pour avoir de l'eau, parce que nous avons un potentiel industriel considérable qui fait que vous avez des partenaires industriels quand vous décidez de vous implanter dans une région, parce que quand Eastman s'installe ou quand Futero s'installe chez Virginie Carollo, c'est quand même 2 milliards d'investissements sur ces 2 usines, ils savent qu'en plus des partenaires industriels, ils ont un grand port maritime pour échanger avec le monde et ils ont toute l'énergie décarbonée dont ils ont besoin grâce au nucléaire, grâce à l'éolien offshore. Bien, quand on a cette chance-là, on a un avenir qui doit être, quels que soient les aléas conjoncturels, qui doit être radieux, si on sait l'alimenter par un enseignement supérieur, par de la recherche, qui s'alimente aussi de toutes ces réussites ou toutes ces implantations industrielles. Et donc, on a cet élément clé. Et donc, j'espère qu'on arrivera à bâtir quelque chose autour de ça durant cette période si singulière liée à la dissolution réussie d'Emmanuel Macron. Je voudrais juste ensuite dire un mot, en tant qu'acteur politique, etc. J'ai oublié quelque chose sur la décentralisation. J'ai vraiment été très déçu. Alors j'ai été assez désirable dans une interview du Figaro aujourd'hui. C'est ce qu'a raconté Bruno Le Maire sur les causes de la dette française. Honnêtement, c'est honteux. C'est pas digne de quelqu'un qui se voulait président de la République, quoi. Franchement, c'est incroyable. Dire la France est endettée parce que les collectivités locales. Nous représentons, mesdames et messieurs, exactement depuis 20 ans, 8% de l'endettement global de la France. C'est toujours le même taux, à peu près. 250 milliards, dit Joël Bruno, sur plus de 3 000 milliards. 3 300, oui, mais ça monte tellement vite qu'on n'arrive plus à suivre. Le mec qui a été à l'origine de budget à 140 milliards de déficit, qui dit c'est à cause des collectivités locales si on en est là. Et ce qu'il oublie aussi de dire, c'est que nous, quand on s'endette, puisqu'on est obligé d'avoir un budget de fonctionnement à l'équilibre, on s'endette pour l'investissement. Pour créer de la richesse, comme dit Christophe de Ballor. Nous, c'est pour construire une école d'ingénieurs. Nous, c'est pour finir l'Argentan-Flair. Nous, c'est pour notre réseau ferroviaire. Nous, c'est pour soutenir l'économie régionale. Nous, c'est pour ouvrir une fac de dentaire. C'est pas pour financer des salaires d'un pays dont l'État n'a plus le moindre centime en matière de crédit d'investissement. Si vous enlevez le militaire, la France n'a plus aucune capacité, l'État français n'a plus aucune capacité d'investissement. C'est quelques milliards, 3-4 milliards. Vous vous rendez compte sur un budget de 500 et quelques. Bon. Et donc, on a là, donc vraiment, je vous invite, quand on vous pose la question, alors bien sûr, il y a des collectivités plus ou moins gérées, bien sûr, il y a des dépenses excessives, bien sûr, tout ça existe. Mais l'endettement de la France, c'est absolument pas lié à ça. Alors, deuxième point que je voudrais évoquer pour vous parler un peu de politique nationale, c'est que sur ce sujet-là, Michel Barnier, il a une mission. C'est pas de transformer le pays, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est pas le lendemain d'une élection présidentielle où tout d'un coup, il y a une nouvelle majorité, etc. Ce dont il a besoin, je disais tout à l'heure, c'est d'abord d'assurer la stabilité politique du pays, d'essayer autant que possible de le remettre sur des bons rails sur un certain nombre de sujets, de changer le comportement politique aussi, de ne pas être dans la surexposition permanente, etc., qu'on a vécu depuis des années, et bâtir quelque chose où on essaie de donner de la stabilité politique. Et donc j'invite tous ceux qui sont au premier rang de participer à cela.
quand j'ai vu que mes copains républicains au début disaient « pas de participation, tout ça ne nous regarde pas », ton président de groupe qui disait ça, au début il a dit ça. Et donc, après il y a eu le pacte législatif, et maintenant la participation sous condition. Mais pardon, ce que demandent nos compatriotes, c'est de faire preuve de responsabilité. Ce qui demande, c'est pas de participer à un gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est pas son gouvernement. C'est un gouvernement de cohabitation. Et donc, ce que demandent nos compatriotes, c'est d'éviter qu'on se retrouve dans le chaos, la crise politique. Et ce qu'ils nous demandent, c'est de faire preuve de responsabilité et de nous dire, autant que possible, la situation est telle qu'elle est, entendez-vous. Et essayez de faire en sorte que, jusqu'aux prochaines élections présidentielles, aux prochaines élections législatives, on puisse avoir progressé autant qu'on le peut sur un certain nombre de sujets. Et donc, j'invite tous ceux qui ont envie de participer au gouvernement d'y participer. Vraiment. Je le dis à ceux qui seraient tentés, c'est une bonne idée. Voilà. Mais très clairement, et je disais ça à un de mes copains socialistes hier, qui me ressortait le fait que désormais le gouvernement de Barnier est sous la menace du Rassemblement national, d'une espèce d'accord tacite. Mais je lui dis, le pire, c'est de considérer que c'est à cause de nous qu'on en est là. J'ai dit, moi, le Parti socialiste de François Mitterrand, qui reste vassalisé à LFI et à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. C'est ça. Le sujet, c'est que, pardon David, mais c'est vrai, c'est que naturellement, celui qui aurait dû être Premier ministre, c'est quelqu'un issu du Parti socialiste, à partir du moment où il acceptait l'idée qu'il y avait une coalition qui allait de la gauche raisonnable, rationnelle, à la droite raisonnable et rationnelle. Et qu'au bout du compte, celui qui devait naturellement devenir Premier ministre, c'est l'ancien maire de Cherbourg. Sauf que c'est ses copains eux-mêmes qui ont empêché ce genre de choses parce que pas d'alliance avec je ne sais qui d'autre que des gens qui ont envie simplement que le pays progresse un peu. Et donc, en clair, c'est pas de notre faute si Michel Barnier se retrouve sous la menace du Rassemblement national. C'est vrai qu'on l'est, puisque c'est Marine Le Pen qui décidera d'appuyer le moment venu sur le bouton de la dissolution ou de l'élection présidentielle prématurée ou anticipée. Mais clairement, c'est tout de même derrière quelque chose de fascinant d'un parti politique qui avait su trouver enfin un discours qui était celui de Glucksmann au moment des européennes, et qui se retrouve inféodé, vassalisé, piétiné par Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Et c'est ça qui nous amène à nous retrouver dans cette situation assez particulière qui est celle du gouvernement de Michel Barnier. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est parce que chacun n'a pas été capable de prendre ses responsabilités. Et derrière, alors là, tout le monde ne va pas être d'accord, il y a quand même la question du mode de scrutin. Je sais bien. Moi, je suis pour un scrutin mixte, comme à l'allemande. Moitié députés élus sur le terrain, moitié députés élus à la proportionnelle. Pourquoi? Alors on me dit, mais il y a déjà de la proportionnelle, vous avez vu, ils sont tous présents là. Mais c'est pas ça le débat. Le sujet, c'est que quand on est... J'ai été député, donc je peux parler de quelque chose que je connais un peu. J'ai été député ici pendant 20 ans. Si j'avais, un moment ou un autre, était amené à être dans une espèce de tentative de gouvernement, de coalition, d'union nationale, on m'aurait dit, mais Hervé, tu quittes ton camp. Et en fait, comme on sait qu'au lendemain de la constitution du gouvernement, on sait qu'il va y avoir des élections après, tout le monde est pieds et mains liés par ces accords électoraux permettant de se sauver dans sa circonscription. Il n'y a pas la liberté permettant, comme en Allemagne, comme dans tous les pays européens, ou presque, de se dire, OK, personne n'a la majorité absolue à lui tout seul. Eh bien, on va bâtir un programme. Parce que nous, on fait les choses inverses. On choisit quelqu'un, et puis après, on dit, on va faire un programme. En Allemagne, ça dure 2 à 3 mois. En Hollande, ça dure aussi. Dans tous les pays européens, les partis qui sont
appelés à gouverner, se retrouvent autour d'une table et disent « Bon, ben voilà, toi tu portais ça, toi tu portais ça. » Eh bien, on va écrire un programme. Ça prend le temps et après, on va avoir des hommes et des femmes pour servir ce programme. Mais ça n'est possible qu'à partir du moment où vous avez un mode de scrutin qui ne vous enferme pas dans les accords électoraux qui sont les vôtres. Et donc, moi, ce que je demande, c'est qu'on profite de cette période pour sortir de la folie du quinquennat. J'ai été, je vous le rappelle, un des seuls parlementaires à avoir voté contre le quinquennat. Mais je suis fier de l'avoir fait. Hein. Alors, je reconnais qu'il y a certains présidents, les avoir eu 7 ans, ça aurait été un peu long. Mais il n'empêche que, clairement, le système est fou. Mais regardez-le. Il fait des présidents de la République qui, naturellement, quand on fait de la politique, c'est déjà un peu un penchant naturel. Mais on en fait des égocentriques narcissiques absolument complets et totales, et qui pensent que tout se règle dans son bureau, où il n'y a plus de gouvernement, où le Premier ministre devient un collaborateur. L'article 5 de la Constitution, le président de la République arbitre, et l'article 20 où le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation, ça n'existe plus depuis globalement... alors, je pense que la dérive complète, alors c'était déjà, il y avait une dérive permanente depuis Giscard, mais la dérive totale est arrivée avec le quinquennat et l'inversion du calendrier. Bon, j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire à ses députés, c'était l'UMP à l'époque, dire, écoutez, m'emmerdez pas, si vous êtes élu, c'est grâce à moi. Eh ben non, un régime parlementaire, ça ne peut pas marcher comme ça. Emmanuel Macron a dit la même chose à ses députés En Marche, en disant, si vous êtes élu, c'est grâce à moi. Eh bien, non. Le Parlement, il doit avoir sa légitimité propre. Les députés, ils doivent avoir leur légitimité propre. Et le président, il est là. Et donc, il y a cette question. Alors, je sais bien qu'en général, on est un peu figé sur le scrutin majoritaire, notamment chez les Républicains, mais j'en ai parlé avec d'autres qui sont un peu du même avis aussi. Mais il n'empêche que si on veut bâtir des modèles où on rassemble des Français pour porter un projet politique et qu'on sorte d'un président de la République qui va même fixer le prix du permis de chasser, souvenez-vous, je m'en souviens, j'avais dit ça à mon copain Le Cornu qui avait été à l'origine de cette réunion, le président, moi je suis chasseur, il y a Christophe qui est président des fédérations de chasseurs, Emmanuel Macron passant une demi-journée avec les responsables de la chasse pour adresser un message positif aux chasseurs. J'ai jamais pensé qu'un chasseur votait en fonction de la chasse, moi. Mais bon, moi, tous mes copains chasseurs, il n'y en a pas un qui vote en fonction de la chasse. Ils votent en fonction de ce qu'ils pensent. Et après, la chasse, c'est secondaire. Enfin, bref. Mais que le président de la République en soit à dire on va fixer le timbre national à ce prix-là et on va bâtir un modèle dans lequel on va rendre la chasse plus populaire, oui, il peut dire au ministre, c'est à vous de le faire. Il fixe l'orientation en disant « je veux rendre la chasse plus populaire ». Mais souvenez-vous des discours du président de la République sur la politique de l'eau. Souvenez-vous de la politique de l'eau où il en est à parler de la tarification de l'eau et du raccordement des réseaux. Je prends un dernier exemple, la crise en Nouvelle-Calédonie, pour aller passer 48 heures dans un avion pour passer une journée sur place et pour expliquer que sa seule présence va régler la question néo-calédonienne. Ben non, on fixe des orientations, on fixe un cadre et on mandate le ministre de l'Outre-mer pour passer 8 jours, 10 jours, 15 jours pour régler la question. Et donc on a une dérive institutionnelle qui est terriblement, qui rend l'inefficacité de la France, qui la rend incapable de gérer ces questions. Je suis sûr que le PDG de Renault, il n'appelle pas le directeur de Cléon tous les matins pour lui dire ce qu'il faut faire. Bon, voilà. Bon. Et donc, je crois qu'il y a au moins cette question-là qui mérite d'être posée. Et puis, enfin, je le dis, sur la question migratoire, parce qu'on peut se dire ce qu'on veut. Pendant très longtemps, on nous a expliqué que l'extrême droite montait dans le pays parce qu'il n'y avait plus de confiance dans la démocratie, etc. Bon, ça n'a jamais changé depuis toujours. Mais, donc on nous a dit qu'il faut être exemplaire. Et puis ensuite, on nous a expliqué que c'était le chômage. On est quand même maintenant, dans bien des endroits, dans des situations de plein emploi.
Et pourtant, l'extrême droite a toujours monté. Et pardon de le dire, la question migratoire, si vous ne la traitez pas, vous ne réglerez pas cette question auprès de nos compatriotes, et on finira en 2027 ou en je ne sais quand, un moment où le fruit finira par tomber. Alors il faut le faire avec humanité, il faut le faire avec respect, mais il faut le faire avec fermeté. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire avec fermeté tout en étant en humanité. Et ça, cette question, si je m'appelais Michel Barnier, je la traiterais par référendum. Parce que je suis sûr que 80 ou 90% des Français, à peu près, sont d'accord sur un même cadre. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas la main pour le référendum. Ben oui, mais avec Emmanuel Macron, ça se discute, cette histoire-là. Donc, ce qu'il ne pouvait pas faire avant, on peut peut-être réussir à le faire compte tenu de la conjoncture politique. Voilà, bon, je le dis, ce gouvernement est un gouvernement qui a duré le temps qu'il devra durer ou qu'il pourra durer. Il doit au moins durer 1 an, ça c'est une certitude. Il faut qu'on ait un budget, un financement de la Sécu, qu'il y ait quelques textes qui passent. Que, mesdames et messieurs, nous soyons très attentifs, nous, Normands, au maintien de la politique énergétique du pays. Sujet clé, qu'on ne remette pas en cause les bonnes orientations qui ont été prises ces derniers mois sur ces questions. Mais clairement, je trouve qu'il nous faut voilà, être constructifs dans cette période. On n'est pas là pour se dire qu'on va faire la politique du pire comme les mélenchonistes le font tous les matins. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents. J'ai été trop long. Je voudrais juste terminer par un petit point. C'est les Jeux Olympiques. Parce que sur les Jeux Olympiques, qui a été une période où le pays a été heureux, où les festivités ont été belles, où on a été fiers de l'organisation qui a été faite, en se disant finalement on arrive quand même à faire des choses si singulières. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller voir les articles écrits dans le monde entier. C'est pas ce qu'on dit nous, et la presse mondiale a dit ce qu'ont fait les Français, c'est incroyable. Les Américains ont dit on n'arrivera jamais à faire ça, on n'arrivera jamais à faire ce qu'ont fait les Français avec cette idée. Bon, ce qui n'est pas très fréquent que les Américains puissent dire qu'ils vont faire moins bien que les Français. Bon. Mais moi, alors on peut retenir le fait qu'il y a eu la capacité d'organiser, la puissance planificatrice que peut avoir l'administration française sur des missions particulières. On peut retenir, bien sûr, cet enthousiasme collectif. Moi, je voudrais juste retenir 2 choses supplémentaires dont on ne parle jamais. Le premier, c'est que la France a besoin d'enthousiasme. La France a besoin d'avoir un message politique lui permettant de croire en son avenir, à être heureux. Les gens ont envie d'être heureux, les gens ont envie de partager des passions, les gens ont envie qu'on leur dise qu'il y a une histoire qui va s'écrire. Quand on a des réunions sur la Normandie, par exemple, pour préparer Guillaume, les gens restent pendant des heures parce que il y a quelque chose d'enthousiasmant et les Français ont besoin d'enthousiasme. Et c'est ça qui doit être porté, non pas simplement, constamment, et uniquement sur l'idée que c'est foutu. Et puis la deuxième chose, peut-être plus importante, qui n'est jamais dite, c'est que, contrairement à tout ce que racontent les autres, ceux qui ont participé en tant qu'athlètes aux Jeux Olympiques, qu'ils soient dans la première partie ou dans les Jeux paralympiques, ils ont démontré quoi? Le courage, le travail acharné, la volonté, la détermination, se mettre en situation de combat pour réussir. Bref, toutes ces valeurs qu'une grande partie de la classe politique refuse et rejette tous les matins au nom du wokisme, l'égalitarisme, etc. Et au bout du compte, ce sont des athlètes qui ont accepté la compétition mondiale et qui ont démontré que la France, dans la compétition mondiale, elle était capable de réussir et de faire partie des meilleurs. C'est ça le message pour moi des Jeux Olympiques. Et c'est ça qu'on devrait bâtir. Alors nous, on n'a pas encore pris notre indépendance, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les meilleurs en France, ils sont en Normandie. Bon appétit!